Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session rétrospective de la semaine sur la télé purement démocratique, la RTVS 1. Commençons cette session rétrospective par le sommet sur les corridors des Lobito qui a réuni le 4 décembre 2024 plusieurs chefs d'État africains et le président américain John Biden. Ce projet d'une ligne ferroviaire vise à relier la Zambie à l'Atlantique via la République démocratique du Congo et l'Angola pour l'exploitation des ressources minières de ce pays. Suivez. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et les présidents américains. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mardi 3 décembre 2024 au palier de Mongaliema à Kinshasa 50 enfants déplacés des guerres de la province du Nord Kivu. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur.
Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Tout député signataire de la motion de défiance contre le ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guissaro, n'a plus le droit de retirer sa signature conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a affirmé le député national Gary Sakata, qui est joint au téléphone de la rédaction RTVS 1. Suivez. Il est d'abord important de rappeler à nos honorables auditeurs que la motion de défiance est un moyen de mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement, alors que la motion de censure l'est pour l'ensemble des membres du gouvernement. Bien entendu, notre constitution, mais également notre règlement intérieur, prévoit que la motion, une fois déposée, doit être soumise à débat et au vote dans les 48 heures après son dépôt. Mais à ma connaissance, depuis que cette motion a été déposée, il n'y a pas encore eu d'organisation de la plénière. On espère bien que le bureau de notre Assemblée respectera la Constitution ainsi que le règlement intérieur en soumettant cette motion à la prochaine plénière. Moi, j'estime qu'il n'y a pas à ce stade de violation de la Constitution parce que lorsque la Constitution et le règlement intérieur parlent 48 heures après, l'on suppose qu'il y a déjà eu une plénière. Vous savez que pour qu'il y ait une plénière, il y a des conditions logistiques et toutes autres conditions qui doivent être réunies pour l'organiser. Et à ce stade, on ne peut pas encore parler de la violation de la Constitution parce qu'aucune plénière n'a été organisée jusque-là. Au mot d'ordre que donnait l'autorité morale, je crois, avant 2018, et qui faisait que toutes les motions déposées arrivaient à être vidées de tous les membres qui avaient signé parce qu'il intervenait des ordres un peu dans tous sens. Actuellement, c'est pas le cas et nous devons nécessairement respecter notre règlement intérieur. Et à l'endroit du député, il s'agit d'une question de responsabilité et de sérieux, à moins que l'on dise que les députés sont en mesure d'apposer leur signature de manière hasardeuse et selon les humeurs. Donc lorsqu'on appose une signature sur un document, je pense que l'on doit être sérieux pour pouvoir l'endosser. Mais alors, déposer une motion de défiance ne veut pas dire que cette motion est déjà arrivée à son terme ou a abouti, mais également pour que cette motion passe, 251 députés doivent voter, même si dans la salle il n'y a que 260 ou 300 personnes. Je pense qu'il s'est révélé que les députés de cette législature ont manifestement la volonté de jouer le rôle de contrôleur du gouvernement. Rien qu'à voir le nombre de motions déposées ou des questions orales et écrites, on se rend bien compte que la volonté est manifestement là de la part des députés qui ont été élus pour ce faire. On ne peut pas les en reprocher. Bon, il appartient également maintenant au bureau de jouer son rôle en tentant d'établir les équilibres entre ce qui doit relever du contrôle, ce qui doit relever de l'élaboration des lois en plénière, ainsi que plusieurs autres activités qui relèvent de l'Assemblée nationale.
Gary Sakata, député national. Un invité dans ce journal, il s'agit de l'honorable prince Willy Michiki, à qui j'ai dit bonjour, honorable. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de la motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Lwakangini King. Oui, je confirme, je suis l'initiateur de la pétition. Là, on parle de la pétition. Quand il s'agit de la demande de la déchéance du président du bureau de l'Assemblée nationale, on parle de la pétition. Et conformément au règlement intérieur, il faut que cette pétition-là puisse requérir au moins 125 signatures pour le cas, donc un quart de membres de l'Assemblée nationale. Ce que nous avons réalisé en obtenant 128 signatures, dont nous sommes déjà au-delà de un quart tel que prévu par les législateurs. Alors, maintenant, le motif de votre pétition contre le président D'abord, il faut dire que moi, personnellement, parce qu'il faut pas toujours, on a toujours tendance à personnaliser l'affaire, et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'estime à l'égard du président Vital Kamerhe, qui est un ami d'enfance, on a grandi ensemble, on a fait beaucoup de conneries comme de bonnes choses ensemble. Mais ici, il s'agit des affaires de l'État. On n'attend pas s'attaquer à la personne de Vital Kamerhe, mais on s'attend plutôt, on fait attaquer à la personne du président du bureau. Il s'agit de quoi? Conformément à notre règlement intérieur, notamment à son article 235, alinéa 6.7, il est dit, lorsqu'une motion de défiance est déposée au bureau, illico presto, les bureaux saisissent les mandataires concernés, pour le cas d'espèce, il s'agit de M. Guissaro, Alexis, et la Première ministre qui est son chef, et avec copie pour information au chef de l'État. Dans les 48 heures qui suivent, une séance plénière est convoquée avec deux objectifs. Le premier, c'est soumettre la motion au vote, et la deuxième démarche, c'est d'abord l'examen et le vote de la motion. Et ici, pour les cas d'espèce, le vote sera fait à majorité ferme. Si nous sommes 240, si déjà 121 collègues votent pour la motion, M. Guissaro tombe. On notifie le gouvernement et le président de la République et lui présente sa démission. S'il ne tombe pas, tant mieux, il continue sa vie normale. Mais nous avons voulu que cela... Malheureusement, ça n'a pas été respecté. La motion, les courriers de service de l'Assemblée nationale a été adressé à Madame la Première ministre le 25, puisque la motion était déposée le 22 à 16h45, comme ça tombait vendredi. Samedi, il n'y a pas de boulot, dimanche aussi. Le lundi 25, la Première ministre et les ministres concernés étaient informés. On a vu les acquis de réception. Et en principe, les 48 heures tombées le 27. Donc, le mercredi 27 de la semaine passée, on devrait convoquer la plénière. Comme ça n'était pas fait, c'est une violation de nos textes. Je rappelle ici à passage que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été déclaré conforme à la Constitution. Donc, les violer, c'est violer la Constitution. Et c'est suite à ce règlement intérieur que le bureau en place a été mis en place aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas de bureau. La deuxième faute que nous reprochons à notre président, c'est la violation de l'article 64. L'article 64 du règlement intérieur parle de la conférence des présidents, qui a la mission de fixer les calendriers et les matières à débattre. Et il était, le mercredi passé, la conférence des présidents a été réunie suite à notre ultimatum de 48 heures qu'on avait lancé le lundi. Les bureaux s'est conformé, ils se sont réunis et la conférence des présidents a décidé de convoquer la plénière le samedi 7 décembre, avec comme ordre du jour, entre autres, l'examen de la motion contre Guissaro et sa soumission au vote. À notre grande surprise, le bureau a fait sortir un autre calendrier, le jeudi et le lendemain, où il n'était pas prévu l'examen de la motion. Ça, c'est parce que le bureau n'a pas le pouvoir de remettre en cause une décision du groupe de la conférence des présidents. Parce que la conférence des présidents, ici, je rappelle, est composée des présidents de groupes parlementaires et des présidents des commissions
permanente. Donc cela nous a encore énervés, puisque nous disons, nous sommes des législateurs. Parmi nos missions chères, il y a les contrôles parlementaires que nous faisons en contrôlant la gestion du ministère des VTPR, Guissaro. La deuxième mission, nous sommes des législateurs. Donc, nous devons, nous, puisque c'est nous qui pondons les lois, c'est nous qui mettons en place les lois, nous devons, nous, les respecter. Et la troisième mission, comme vous connaissez, ce qui se passe actuellement, nous sommes l'autorité budgétaire. Voilà pourquoi nous avons initié cette motion qui a récolté 128 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, nous sommes en politique. Il y a eu beaucoup de présenteurs qui ont tenu et nous avons obtenu la promesse du bureau de pouvoir convoquer la plénière lundi. Et le bureau nous a donné des arguments que le deuxième courrier adressé à la Première ministre n'était parti que le vendredi, compte tenu de petites difficultés au niveau des services courriers. Et lorsque nous avons été informés, nous avons vérifié. Et c'est comme ça que le bureau a prévu que lundi, c'est maintenant officiel, donc le lundi, à partir de 14h, nous aurons une plénière. Le lundi, ce sera le lundi 9. On aura une plénière et à l'issue de cette plénière sera examinée la motion de défiance contre M. Alexis Guissaro et sa soumission au vote. Et je rappelle ici, comme je l'ai dit, le vote sera à bulletin secret puisqu'il s'agit de se prononcer sur le cas d'un individu et ça sera à majorité simple. Ce n'est pas l'ensemble des députés. On peut ne pas être 500, mais 250. Non, ce sont les députés présents. Forcément que le quorum soit atteint. Le quorum est atteint. On procède au vote à bulletin secret. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, la motion vient d'être détruite. C'est moi-même, j'ai voulu la faire le plus solennellement possible. Ici, nous sommes des députés, et comme vous le savez, d'une génie du peuple. Les gens disaient que Michiki et ses hommes... Michiki est payé par le pouvoir pour détruire l'image de Cameroun. J'ai voulu vraiment le faire le plus solennellement possible devant le plateau de Top Congo, radio, dans une émission avec Mme Myriam Bokecho. J'ai déchiré la motion pour dire que nous faisons confiance au bureau. Si lundi, par erreur par exemple, le bureau ne tenait pas sa promesse, nous avons la possibilité de réunir encore les mêmes signatures et de déposer la motion. Parce qu'il faut dire que si on avait déposé parce que nous comptions dans notre stratégie de déposer la motion pendant la plénière de samedi, puisqu'une fois que la motion est déposée, immédiatement, la présidence de la séance allait être suspendue, puisque le président ne pouvait plus ne pouvait plus continuer à prester, et immédiatement nous allions mettre en place un bureau d'âge, qui certainement allait être dirigé par les collègues Mbosoko Diawara. Et c'est ce bureau d'âge qui allait clôturer la session de mois de septembre, mais seulement on n'avait pas de chance aussi d'aller en vacances, parce qu'il fallait convoquer une session extraordinaire en vue de mettre en place un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Puisque lorsque le président tombe, tous les bureaux tombent. Effectivement. Vous avez parlé dans les cas Guissaro, qui a des pesanteurs politiques. Le peuple qui vous regarde, qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque vous parlez de pesanteurs politiques? En fait, Guissaro, c'est l'arbre qui cache la forêt. Okay. Et nous avons décidé de fouiller cette forêt-là, de savoir qui est dans cette forêt de Guissaro. C'est inadmissible qu'un ministre se comporte comme un vice-président de la République. Monsieur Guissaro, aujourd'hui, vous savez que la question des infrastructures, notamment dans la ville de Kinshasa, est devenue une question de sécurité nationale. Lorsque les garants de la nation, les premiers citoyens du pays, il est bloqué dans les embouteillages à Tambo. Il est obligé de descendre de sa jupe officielle pour chercher le passage. Lorsque le chef de l'État, dans un cortège, sa voiture connaît une crevaison, puisqu'il y a mauvais état de route il est obligé de changer. Non, ça devient une insécurité. Alors, ça, c'est le chef de l'État. Alors, les autres. Et la cause première des embouteillages ici, la cause première des problèmes de crevaison que nous connaissons, c'est d'abord mauvais état de route. Nous sommes allés nous renseigner. Est-ce que vraiment il n'y a pas moyen? Il n'y a pas de moyens mis à la disposition de M. Guissaro. M. Guissaro est là depuis 3 ans et demi. Nous avons constaté que d'abord, il y a la mauvaise volonté. M. Guissaro travaille contre la vision du chef de l'État.
C'est pourquoi, malgré son bon frère, je rappelle ici que l'épouse de Guissaro, c'est la cousine du chef de l'État. Elle est en même temps chargée des missions du chef de l'État. Mais c'est là, c'est leur vie privée. Nous parlons des affaires de l'État. Nous disons ici, comment quelqu'un, même si il est méchant, d'abord aussi, l'IDPS, tout ça, c'est l'IDPS qui nous amène. Est-ce que Guissaro a la vision de Tchène Tshisekedi? Est-ce que c'est le quota de l'IDPS, le ministère, là, je rappelle. Est-ce que Guissaro connaît même? Puisque si Guissaro était vraiment militant, combattant de l'IDPS, il ne se comporterait pas comme ça. Alors que l'IDPS a des valeurs. Je rappelle ici, par exemple, des cas, le conseiller principal du chef de l'État, chargé des infrastructures et aménagement du territoire à la présidence, ingénieur David Mokeba. Mais c'est un brillant ingénieur. Le tout premier président de la jeunesse de l'IDPS. Voilà. Mais comment on ne confie pas à ceux-là qui ont la vision de Tchène Tshisekedi? Le peuple d'abord. On appelle, on a déjà des ramafis qu'on prend comme ça, puisqu'il a seulement épousé de la famille présidentielle, on lui bombarde un ministère de visibilité. Et là, je dois dire ici, M. Chukuru, ce qui nous a énervé. Nous avons été fouillés à la CICOMINE. Savez-vous que la CICOMINE, dans le cadre de redevance, donc, puisqu'il est dans le cadre des contrats chinois, donne, depuis que Guissaro est là, 384 millions de dollars. Rien que pour construire des routes, pas des hôpitaux, ponts et chaussées. Routes et ponts. 384 millions. Cette année, avec la révision des contrats, ils ont donné 500 millions. Nous avons fait le calcul simple, M. Guissaro, rien que de la GECAMI, de la CICOMINE, il a perçu 3 ans et demi, plus de 1,3 milliard de dollars. La meilleure route au monde aux États-Unis, la meilleure route qui fait 30 cm d'épaisseur, 6 mètres de bande, coûte 1 million de dollars. Ici, les routes d'ici... Combien de mètres? 6 mètres de largeur et 1 km et 30 cm de couche compactée. Et cette route-là, la plus chère au monde, coûte 1 million de dollars. Et ici au Congo, donc avec l'argent que Guissaro a eu, il nous aurait donné, rien que dans ces communes, au moins 1100 lots. Je défie M. Guissaro. S'il me prouvait seulement qu'il a fait même 500 km de route, moi je quitte le Parlement, je démissionne. Je mets mon mandat en jeu. Et là, c'est seulement ces communes. Je prends les FONER. Les FONER donnent chaque année des centaines de millions de dollars. Les FONER, les fonds d'entretien routier. Il y a même une cellule d'infrastructure où tous les pays de l'Union européenne mettent des centaines de millions de dollars à la disposition des ITPR pour faire ce mandat. Je dis ici, seulement pour les routes. Nous avons la Banque africaine de développement qui met des centaines de millions. Nous avons enfin la Banque mondiale. Et nous avons aussi le budget de l'État. Quand vous voyez le budget de l'État 2005, vous voyez le budget que l'État loue, mais M. Guissaro brasse au moins, lui seul, à l'ITPR, 2,5 milliards de dollars. Donc on devrait avoir dans ce pays les meilleures routes du monde de 2500 km. Alors ici, on nous construit la plupart des routes que vous voyez ici sont des routes de 10 cm. Donc ils prennent 70%, ils mettent dans la poche. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Quand il a cet argent de la commune, particulièrement des FONER, il donne des petits contrats à ses amis, des Chinois, des Indiens, des étrangers, pour avoir des opérations retour. Alors que l'OVD, l'Office des routes, ont les meilleurs ingénieurs en pont et chaussée. Et finalement, ces petites sociétés-là, des Rwandais et des Chinois, Indiens en particulier, à qui ils donnent le marché, ils recourent à l'OVD, à l'Office des routes, pour prendre nos ingénieurs de l'État, pour les utiliser comme main-d'œuvre. Alors qu'on devait avoir aujourd'hui une voirie urbaine, mais qui n'ont pas de moyens. Et même Guissaro, parce qu'il a été institué, et par la volonté des législateurs, un service qu'on appelle Bureau de contrôle technique, qui contrôle tous les contrats et qui évalue la qualité des ouvrages mis à notre disposition. Mais ce bureau-là, qui a même un DG, c'est une direction générale, n'a même pas de papier, même pas de stylo. Guissaro les a mis dans une situation telle qu'ils ne puissent pas travailler pour les contrôler. Et alors nous nous disons maintenant aujourd'hui, est-ce que vraiment Guissaro partage la vision du chef de l'État? Est-ce que Mme Sominoa, qui est chef du gouvernement, elle ne se promène pas de la ville? Chez elle, ici au Congo central, elle ne voit pas l'état des routes. Pourquoi elle ne sanctionne pas Guissaro? Nous voulons, c'est pourquoi nous sommes en train de penser qu'il faudrait faire à Judith Soumino ce qu'on a fait les mandats passés à
Il faut qu'elle aussi soit sanctionnée. Parce qu'on veut quand même un leadership à la tête du gouvernement. On a une première ministre très faible. Et comme elle est très faible, elle ne contrôle pas le ministre. En principe, le travail que nous faisions, la première ministre devrait le faire en aval. Nous, c'est en amont qu'on le fait, comme contrôle. Puisque, et la première ministre a même le pouvoir de sanctionner les ministres et même de suspendre. Puisque même en matière de finances, c'est elle l'ordonnatrice principale du gouvernement. Et puisqu'elle est faible, c'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait avoir des premiers ministres élus. Puisque quand quelqu'un n'est pas élu, ne connaît même pas, elle n'a pas de contrat de redevabilité. Merci, là, avec la population. Là, c'est le changement de la Constitution. Alors, j'ai fait dans quelques minutes. Devant le professeur d'université de différentes disciplines, historien, sociologue et ancien ministre, le secrétaire général des Nouvelles Élan, Maître Blanchard Mungomba, a exprimé la pensée idéologique des lumumbistes sur la question de la Constitution du peuple pour le peuple et par le peuple et démontré comment Nouvel Élan, parti chez Adolphe Muzito, lutte pour le changement de la Constitution. Reportage. C'est sous le thème « La Constitution à 18 ans, quelle perspective ?» qu'un colloque a rassemblé un panel d'éminents professeurs d'universités de différentes disciplines, historiens, sociologues et anciens ministres tels que Adolphe Loumanou, André Mbata, Gaspard Ngondankoy, Isidore Ndaiwel et autres, invités à prendre la parole au nom du président de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, le secrétaire général du parti Maître Blanchard Mungomba, a exprimé dans son allocution sa satisfaction quant à la récupération du débat sur la révision ou le changement de la Constitution par les scientifiques. Et aujourd'hui, on est très content que la classe politique et surtout les scientifiques se sont invités à ces débats pour que nous puissions réouvrir ce que d'aucuns pourraient considérer comme une boîte à Pandore, pour que nous puissions en parler, nous puissions en débattre de manière à régler cette question de procédure, cette question de doctrine, parce qu'on ne peut pas parler du fond tant que la forme n'est pas encore réglée. Ça, ce sont les juristes qui le disent. Sans crainte ni peur d'être contredit par les éminents professeurs de droit constitutionnel présents dans la salle, le fils idéologique d'Adolphe Muzito a démontré les pensées idéologiques lumumbistes sur l'épineuse question de la constitution du peuple, pour le peuple et par le peuple. Que Adolphe Muzito et nous qui l'accompagnons, ou nous les nationalistes, considérons qu'il existe la théorie que nous appelons la théorie du péché originel qui continue à être pérennisée. Parce que déjà à cette époque, il aurait fallu que le peuple souverain participe lui-même, ou le peuple souverain qui constitue le pouvoir constituant originel exerce son pouvoir en mettant en place un pouvoir constituant dérivé, lequel pouvoir allait se mettre à élaborer d'abord le projet de constitution avant de le soumettre une fois de plus au référendum pour que ce peuple les sanctionne. Malheureusement, le professeur Placide l'a rappelé ici, de 1960, loi fondamentale, vous prenez la loi, la constitution de Luluabo, vous prenez la constitution du maréchal Mobutu de 1967, vous prenez toutes les modifications, 94 ACT, vous prenez 97, vous prenez 2003 la constitution de transition. Nous disons que même l'actuelle constitution, promulguée le 18 février 2006, n'est pas une constitution républicaine, parce que partant de toutes ces constitutions 2006, le peuple ne peut pas intervenir en amont. Notez que ce colloque a été organisé en marge de la conférence annuelle marquant la sortie du numéro spécial de la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, initiée par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA. Je préfère bien les mots utilisés tout à l'heure par le représentant de l'ancien Premier ministre Muzito. C'est que les scientifiques récupèrent les débats. Les scientifiques récupèrent. L'honorable prince Willy Michi, vous venez de suivre Blanchard Mungomba, secrétaire général de Nouvelle Élan, parti cher Adolphe Muzito, qui parle de la révision ou du changement de la Constitution. Pour lui ou pour le Nouvel Élan, il y a de péchés originels à corriger, puisque l'actuelle Constitution n'était pas les vrais ou émanée par le peuple, puisque ce n'est pas le peuple qui avait voté les constituants.
Votre réaction? Oui, je partage l'avis du CG de Nouvel-Élan. Vous savez, le problème ici, c'est qu'on veut tout politiser dans ce pays. Moi, je crois que même, pour moi, j'estime d'abord que les débats sur la révision ou les changements de la Constitution sont des débats de caniveau. Je m'excuse bien, je pète bien les mots. Sont des débats de bas étage. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a le référendum, c'est une loi. Il y aura le temps où les gens auront à battre campagne pour ou contre telle option. Mais ce n'est pas encore là-bas, il n'y a encore rien. Le chef de l'État, lui, il a parlé de la mise en place d'une commission qui n'est même pas encore là. Moi, je suis partisan depuis longtemps. Depuis 2006, quand j'étais voté, j'étais partisan de changement. Mais j'estime que le moment n'est pas opportun. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça parce que le pays, il y a une grande partie de notre pays qui est aujourd'hui occupée par les forces étrangères. Nous avons des problèmes du panier de la ménagère. On a beaucoup de structures aujourd'hui. On ne peut pas parler de ça. Donc c'est même indigeste de parler de ça. Mais moi, j'ai même dit, demander au chef de l'État de ne plus parler de ça. Ce n'est pas un débat. Ce n'est même pas à son niveau. Lui, il est le garant de la nation. Lui, il ne va qu'agir. Même s'il a son opinion, il n'a pas besoin de l'exprimer parce que nous sommes là pour le faire. Nous sommes ses partisans politiques. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle, pourquoi moi je veux les changements? Je ne veux pas les changements puisque je veux que les mandats de Kabila, de Tshisekedi soient récomptés à zéro. Non, c'est puisque nous avons des problèmes sérieux. Nous n'avons pas assez de ressources, M. Chokoro. Regardez aujourd'hui les CNS. Avons-nous besoin de ce Sénat? Avons-nous besoin de ces assemblées provinciales? Avons-nous besoin de ces CESAC, CNDH, les trucs de CENI? Dans la plupart des pays aujourd'hui, les pays démocratiques, il n'y a plus de CENI. Allez aux États-Unis, en Europe, il n'y a pas de CENI. Et il n'y a pas de contestation. Le ministère de l'Intérieur organise les élections où on a l'opposition, société civile et la majorité. Donc, il y a des institutions budgétivores aujourd'hui dont on n'a pas besoin. Et pour toucher à ça, il faut toucher à l'article 220, malheureusement. Il faut toucher à la forme de l'État. Il faut toucher au pluralisme politique. Même le mandat du chef de l'État, ce n'est pas un sujet tabou. Ne voyons pas Félix. Félix est venu et il partira aussi. Pourquoi aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, où nous n'avons pas d'infrastructures solides, vous avez vu ce qu'on a décrit ici avec Guissaro? Comment on va avoir des mandats de 4 ans? Qu'est-ce qu'on fait dans 4 ans? Vous êtes président, c'est impossible même de sillonner les 26 provinces. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors, c'est pourquoi nous passons, pendant il faut aller à un mandat de 7 ans. Il y a, c'est vrai, des articles aussi qu'il faut revisiter, comme l'article 217, qui pratiquement aujourd'hui livre le pays à une insécurité totale. Lorsqu'on vous dit que si au nom de la paix, vous pouvez signer un accord et céder une partie de votre territoire, mais cela hypothèque même l'avenir de nos enfants. Lorsqu'on vous dit à l'article 215 que non, les accords internationaux régulièrement conclus ont une supériorité sur nos lois, nous, sur la Constitution. Mais c'est non. On est à Luanda, on négocie que non, on prend Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale, Lubero, occupés par M23 aujourd'hui, ils deviennent des territoires rwandais. Puisque c'est un accord de paix, conformément à l'article 217, il est valable. C'est un accord international régulièrement conclu, il est valable au regard de l'article 215. C'est pourquoi moi j'ai dit, puisqu'il y a certains changements que nous voulons apporter, pas simplement pour conserver le pouvoir d'une manière illégale, mais pour améliorer les vécus découvrés, pour améliorer la gestion de la cité. Donc, il faut malheureusement toucher à l'article 220. Et la Constitution elle-même a prévu déjà. Puisque la Constitution elle-même dit que moi je ne suis rien. La Constitution ici appartient au souverain primaire. Et le souverain primaire, on a fait allusion à lui dans l'article 5. Il n'y a que lui, le peuple interrogé, qui peut changer la Constitution. Ce n'est pas nous le Parlement, non. Nous sommes des mandateurs. Il faut recourir au peuple. On interroge le peuple. Vous voulez le changement? Oui, puisque l'article 5 l'a prévu. Donc, moi, j'ai dit que c'est un débat de caniveau. Moi, sincèrement, moi, je ne peux même pas faire. Et je demande au chef de l'État, avec tout le respect que je lui dois, qu'il ne parle plus de ça. Ça, c'est une erreur. Les gens qui l'ont même parlé de ça, les conseillers, ils doivent les virer. Puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui divise le pays pour rien. Nous allons, après-demain,
au congrès le 11 décembre. Il y aura le congrès, les deux chambres. Nous allons nous réunir avec nos collègues du Sénat à l'occasion du discours additionnel à la nation. Je voudrais demander au chef de l'État, à travers cette opportunité, de rassurer les Congolais. Le pays est divisé et la cohésion nationale est aujourd'hui mise en difficulté puisque nous sommes divisés sur des choses qui ne valent pas la peine. Tous ces cadavres politiques qui étaient dans les placards, dans les cimetières, sont ressuscités puisqu'on leur a donné une occasion, l'opportunité de parler. Merci, Et là, je félicite le Premier ministre Honoré Muzito pour son courage, en tant que membre de l'opposition, de voir pas que les intérêts politiques, mais de voir la réalité. Voilà le type d'homme dont on a besoin dans ce pays. Merci Prince Willy Meshiki, député national élu de Walikale. Et je reviens à vous, temps pour moi de continuer les journaux et parler de la santé. Ce samedi 7 décembre 2024, à l'hôtel Sultani à Kinshasa, a été lancée la campagne nationale de prévention du VIH par le pays membre de la coalition mondiale sur la prévention sous les thèmes le VIH-Sida est toujours là, finissons-en. Suivez. Suivant les données de l'enquête démographique et de santé EDS 2023-2024 en RDC, peu d'hommes et de femmes entre 15 et 24 ans, soit 75 à 80%, ne connaissent pas le moyen de prévention contre le VIH. Le docteur Liévin Capende, secrétaire exécutif national du PNMLS, explique. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse, et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai, c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée, sinon notre avenir est en danger. Cette campagne de prévention du VIH est une réponse à la consternation soulevée par la société civile et les communautés à travers la RDC concernant l'absence continue et l'inadéquation de l'appui à la prévention du VIH ainsi que l'exclusion persistante et saluée à sa juste valeur par le docteur Aimé Mboyo, médecin directeur du PNLS. Nous pourrions ici saluer le lancement officiel de cette campagne nationale de prévention sur le VIH. Le PNLS, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, en tant que programme spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, se tient à la disposition de la nation et de la communauté pour pouvoir relancer, pour pouvoir redynamiser la prévention du VIH. Tout le monde dans le pays est invité à reconnaître la menace persistante et le fardeau que représente le VIH, ainsi que la responsabilité partagée d'une action décisive et efficace fondée sur les preuves. Suzanne Kassédé, directrice pays de l'ONU SIDA en RDC, montre le danger que court le pays. La perception des risques liés au VIH est très faible en RDC, ce qui a des conséquences très graves pour l'individu, pour la santé publique et pour le développement à long terme. Et pour illustrer, 80%, c'est la proportion des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui n'ont aucune connaissance sur la prévention du VIH actuellement en RDC. 90%, c'est la proportion des hommes sexuellement actifs en RDC avec des partenaires multiples qui confirment ne pas utiliser les préservatifs. Chez les femmes, ce chiffre est de 80%. Disponibilité des services. Même s'il est voulu, de nombreuses provinces ont des ruptures de stock chroniques de préservatifs, discrimination et violence. Les populations les plus exposées au VIH en RDC sont si gravement menacées, voire violemment attaquées, que l'accès physique aux structures offrant des services ne sont tout simplement pas sûrs. Il s'est de noter que la campagne de prévention du VIH s'étendra sur une période de 6 mois d'activité de communication dans les 26 provinces du pays.
Les tenanciens des pharmacies non pharmaciens ont tenu une assemblée générale ce dimanche 8 décembre 2024 dans l'optique de présenter les nouveaux comités directeurs de la Profarco. Suivez. C'est lors d'une assemblée générale tenue ce dimanche que les nouveaux comités des tenanciens de pharmacie non pharmaciens réunis dans la structure à Profarco a été présenté devant les membres de la structure. Mais au niveau du bureau, ils m'ont choisi, ils ont dit que je sois le président de la Profarco avec un mandat qui sera déterminé dans les documents qui vous seront lus prochainement. Voilà, merci beaucoup de la confiance et renouvelée à moi. C'est tout le monde qui a accepté que je sois votre président. Bon, dans cette réunion, nous avons trouvé qu'on pouvait travailler avec le frère Zoro Babel, qui est élevé au rang du premier vice-président et porte-parole. Le deuxième vice-président de notre association, il s'appelle Papa Majax Majaliwa. Le troisième vice-président de notre association, c'est notre frère, notre combattant d'élite. Il s'appelle Papa Aimé Wanti. C'est Maman Nancy Matondo qu'il s'avance. Son adjoint, c'est Steve qui est là, s'il peut s'avancer. Ici est dénoté que ces comités a pour mission de suivre les combats entamés pour le retrait de la décision numéro 0365/ACRP/KB/DG/D12/TM/2024 du 22 mai 2024 prise par la COREP ainsi que pour la révision publique de la loi numéro 91/018 du 30 mars 1997 créant l'ordre des pharmaciens en République démocratique du Congo ainsi que la loi cadre. Toutes les normes qui martèlent que l'officine doit être la propriétaire personnelle d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens, mais aussi sensibiliser les tenanciens des pharmacies non pharmaciens à se conformer aux normes avant la fin du moratoire fixé au 5 février 2025. Honorable Prince Willy Michiki, je rappelle, vous êtes maintenant le porte-parole de la dynamique des députés acquis au changement. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question par rapport au sommet sur les corridors des Lobito qui a réuni plusieurs présidents de la République démocratique du Congo, notamment John Biden des USA, et aussi le président angolais. Est-ce c'est favorable, c'est rentable pour la République démocratique du Congo? Voilà encore une fois de plus une escroquerie contre notre République. Tous ces gens-là se sont réunis autour des minéraux congolais. Mais pourquoi devrions-nous aujourd'hui utiliser la RDC pour qu'elle soit bénéficiaire? J'ai fait un calcul simple pour expliquer justement que ce n'est pas rentable pour nous. Au contraire, ça nous désavantage. J'ai fait le calcul de Lobito, du port de Lobito jusqu'à Kolwezi, c'est 1500 km. Donc nous devons nous aussi contribuer dans les 1500 km, surtout la partie chez nous, la construction des rails chez nous. Alors, lorsque j'ai fait un calcul simple, vous quittez Kolwezi pour Dilolo, pour faire la jonction entre Kolwezi et les rails qui existent aujourd'hui, les chemins de fer, c'est moins de 250 km. Moins de 250 km. On fait cette jonction-là. Nous relions maintenant, puisque ce chemin de fer va jusqu'à Ilebo. Et quand vous arrivez à Ilebo, nous construisons Ilebo-Kinshasa pour faire l'interconnexion avec les chemins de fer actuels qui existent à l'ex-Onatra. Et là, nous sommes à Matadi. Nous construisons encore Matadi-Banana. Je vous dis que ça nous coûtera moins de 2 milliards de dollars. Alors que chaque année, les entreprises minières du Grand Katanga payent les droits seulement de transport et transit 6 milliards 500 millions de dollars chaque année. Qui sont où, qui vont où? Vers les pays étrangers. La Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, l'Afrique du Sud, un peu aussi le port de Malvis Bay en Namibie et aujourd'hui
les Kenyans. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous ne gagnons rien. Alors qu'à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui même, il y a un manque à gagner important. Je suis en train de faire des recherches dans le cadre de mes activités parlementaires sur la fraude minière. Qu'est-ce qui se passe? Quand les miniers exportent des produits, ils disent, bon, exemple, une tonne de cuivre coûte 9 200 $. Quand ils exportent chez nous, ils déclarent 9 000 $. Quand ils arrivent au point d'exportation, comme au port de Mombasa, aux Salam, ça devient 9 500. Donc, il y a un manque à gagner peut-être de 500 $ que l'État devrait... Alors, si le point d'exportation est par exemple au port de Banana, ils n'auront pas à changer les documents. Donc nous allons gagner parce qu'il y a une quantité qu'on paye à l'État congolais comme taxe à l'exportation. Donc moi j'estime que sincèrement aujourd'hui, quand je prends seulement l'argent que Guissaro gaspille aujourd'hui, on donne à un individu 2 500 millions de $. Cet argent seulement pourrait aujourd'hui construire les chemins de fer au Congo, Ilebo, Kinshasa, Matadi, Boma et Banane. Et nous avons, ça va nous rapporter des... Parce que cette affaire ici, de l'Obito, c'est une affaire de 10 milliards de $. Croyez-vous sincèrement que les Américains, les démocrates en particulier, qui ne portent pas Félix Tshisekedi, vont accepter que lui soit au pouvoir? C'est comme ça que, regardez-moi bien, M. Choukourou, on dit Michel qui est prophète. Je l'ai dit aujourd'hui. Je déconseille vivement au chef de l'État, Tshisekedi, de se rendre au sommet de Luanda le 15. Nous risquons de connaître une fatalité au pays. Vous bien un prophète, non? Je vous dis, il faudrait, puisque cette affaire, c'est une affaire de gros sous. Un président finissant, son mandat fini, et il vient ici seulement en Afrique pour cette affaire, quel intérêt, quel amour il a pour nous? Et au lieu de venir au Congo, investir au Congo, chemin de fer, ils préfèrent le faire en Angola. Et nous amener, nous, comme des moutons de Paniche, les suivre en Angola. Faisons attention. Et surtout qu'ici, quand vous regardez ici, la plupart des leaders de ce pays sont toujours éliminés, les nationalistes, au mois de janvier. Entre la passation des pouvoirs, entre toujours et curieusement, quand un démocrate quitte, il fait le plan, le Lumumba a été tué quand il y avait un démocrate. Et le 20 janvier, les républicains entrent, le Lumumba est déjà mort. Kabila a été tué le 16, juste un démocrate partant et républicain. Le mois de janvier, c'est un mois de fatalité. Le monsieur là est venu là-bas pour faire un coup à la RDC. Le chef de l'État doit ouvrir l'œil et les bons. On n'a pas besoin de payer Tshisekedi. Et si Tshisekedi devrait se déplacer, qu'il se déplace après le 20 janvier. Puisqu'après le 20 janvier, lorsque les républicains prendront les affaires en main, la politique vis-à-vis de la sous-région changera. Parce que le Rwanda aujourd'hui a réussi à séduire les démocrates. Vous savez que Kagame, c'est un ancien du Pentagone. Il a été formé au ministère de la Défense. Lorenzo aussi, il était ancien ministre de la Défense angolais. Il a été formé aussi au Pentagone. Ce sont des chouchous des Américains. Et la plupart des politiques pour éliminer les grands leaders, ce n'est pas seulement à la CIA que ça s'est fait, mais c'est aussi au niveau du ministère de la Défense. Donc méfions-nous de ce projet-là fameux. C'est un projet qui va nous desservir, nous chosifier. Merci, honorable Prince Willy Michiki. En une minute, un mot de la fin. Et le mot de la fin seulement, c'est de demander aux Congolais et Congolais de pouvoir quand même avoir un esprit que le pays est en guerre. Lorsque je vis à Kinshasa, vous descendez à Njili, c'est la fête, les pasteurs, et la musique, et tout. Il n'y a aucun signe. C'est comme si la partie est du pays n'appartient pas au pays. Je voudrais que nous puissions prendre, et le premier geste, un geste simple, d'avoir les drapeaux en berne. Et que partout qu'il y ait des messages, que nous sommes agressés. Même la gestion du pays. Quand je vois des millions qui se volatilisent comme ça, je dépense, j'ai vu des gens qui sont allés à Kalemi, des millions de dollars dépensés comme ça, alors qu'on devait aller à Goma, on devait aller à Rutshuru, à Masisi, non, je vois qu'ils sont à Isiro. Tout ça, ce n'est pas bien vu dans l'opinion. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a moyen de mobiliser. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, que l'appel à la mobilisation doit provenir de dirigeants, et en particulier des chefs d'État, du chef de l'État lui-même. Lorsque les Congolais sont mobilisés, même ceux-là
qui voudraient compléter contre nous, ils vont réfléchir des fois. Mais c'est cette mobilisation-là que je demande aux Congolais et Congolais. Et ça va commencer par les chefs de l'État, par nous. Même notre façon d'agir au Parlement. Je vois trop du tralala, même chez nous. Lorsque les gens aujourd'hui se permettent de voler des centaines de millions de dollars qui devraient contribuer à mettre fin à la guerre. Merci. Vous savez, ce pays n'a même pas de satellite. Un petit pays comme le Rwanda a les satellites. Ils regardent tout ce qui se passe ici, alors que nous, rien qu'un détournement de Guissard, peut-être d'une semaine, 50 millions, on peut acheter des satellites. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura mention contre les ministres de la pétentique, parce que c'est aussi, comme vous parlez de... Bon, c'est la recherche pétentique, tout ça. Non, c'est-à-dire que nous voulons, et ça, nous voulons, on a besoin d'un chef de gouvernement, un véritable chef de gouvernement. Vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. En principe, le président ne gouverne pas, même toutes ces plaintes ici devraient être adressées à la Première ministre, qui est véritable chef de gouvernement. Malheureusement, elle est faible. Merci, honorable Prince Willy Michik. Nous vous espérons vous recevoir dans une émission élaborée pour parler en long et en large, puisque vous avez la matière. C'est la fin de cette session rétrospective de la semaine sur la télé démocratique, réalisée par Jires Mabeka Brandon Milalou et Pamphile Makanda sur la supervision et la coordination de Bijou Njondi Bateko. Messieurs et dames, merci et restez rangés sur votre chaîne. Au revoir.